questions dans la salle? Ou des commentaires? Il y a quand même une petite question littéraire sur le jeu de Rimbaud. C'est que le jeu de Rimbaud, c'est un troisième jeu. Il y a le jeu que vous définissez quand vous me voyez, il y a le jeu que je me perçois être pendant que vous me regardez, et il y a le jeu de Rimbaud, qui est quelque chose de très différent, si vous lisez le texte de Rimbaud, qui est un jeu beaucoup plus profond, qui est au-delà de ce que je peux penser et dire et sentir, et que le poète va essayer d'exprimer, d'extirper de la profondeur de l'être vers les jeux qui me regardent. Et je suis toujours étonné que dans la discussion, le jeu de Rimbaud est tellement escamoté. Mais tu veux dire que tu penses qu'il est différent du jeu est un autre de Lacan? Non seulement il est totalement différent, et il suffit de lire Rimbaud. C'est une petite lettre d'une page, Oui. dans laquelle il décrit son programme de poète. Et donc c'est un jeu opposé en termes de devenir, alors? C'est un jeu qui est la profondeur de l'être que ma conscience ne peut pas percevoir, et que ma conscience aimerait pouvoir décrire aux autres. Et je suis toujours étonné que, alors que c'est un texte tellement connu, ce jeu-là n'est jamais mentionné. Donc vous pointez le manque du jeu. Non, le jeu de Lacan, c'est-à-dire le regard de l'autre, pour moi il existe. Enfin, j'ai travaillé toute ma vie dessus, donc je ne nie pas la validité de la notion, mais je suis toujours étonné qu'on fait référence à Rimbaud, qui parle d'un tout autre jeu. Tu veux dire que de mettre un glissement entre je est un autre, lacanien, et je est un autre, rambaldien, c'est un abus? C'est un abus de référence, mais surtout ça enrichirait la discussion de mettre en miroir, si j'ose dire, la conscience entre une profondeur de l'être dont on n'est pas vraiment conscient et le jeu que les autres perçoivent. Alors qu'est-ce que c'est le jeu de Rimbaud? Disons, il est très précis, il parle des profondeurs presque quasi spirituelles de l'être, je dirais, biologique, organismique, cosmique, qui est dans le sens un petit peu de Lamarck, le non-conscient, ce qui est au-delà de ce qu'on peut penser, sentir et exprimer. Phylogénétique, presque. Presque, mais aussi le spirituel, donc, hein, pour lui. C'est métaphysique. Il y a quelque chose d'ontologique, disons. Voilà. Et qu'il y a une sorte de miroir entre ces trois jeux, en fait. Et c'est vrai qu'en psychothérapie, je trouve enrichissant d'avoir ces trois jeux en tête. Bon, là, dans l'Amphitryon, on est plutôt dans le jeu du miroir. Tout à fait, tout à fait. Donc Molière n'avait pas compris Rimbaud. Je parle au genre de gens qui... Merci pour... Toujours un plaisir d'écouter les autres, de lire des livres, et de lire Platon, de lire Bocquet, de lire Phèdre, de lire Amphitryon, de lire... Et je me dis, qu'est-ce qu'on y cherche? Là, il y a un certain plaisir, quelque chose qui fait référence, j'aime beaucoup la phrase de Max Frisch, de je ne sais plus où, dans lequel il dit « Un jour, un homme fait une expérience, et ensuite il part après à la recherche du récit de cette expérience. » Et donc, sous certains aspects, voilà, Max Frisch dit qu'il a fait une expérience et qu'il aimerait bien sortir, enfin, qu'il va sortir d'ailleurs, qu'il va aller au café, qu'il va aller au bar, et qu'il aimerait bien que le barman lui raconte l'expérience qu'il a fait, trouver le récit de l'expérience qu'il a faite chez quelqu'un d'autre. Et je pense qu'une part de mon plaisir à vous écouter, c'est aller chercher le récit de cette expérience. Et il y a beaucoup de récits. Je trouve que
voilà, il y a quand même, par rapport à l'identité, quelque chose d'important. C'est quand même mon enfance, c'est une série d'expériences pour lesquelles je n'ai pas nécessairement de récit. Enfin, je n'ai plusieurs. J'ai mes parents qui me font ce récit de mon expérience. J'ai la société, j'ai la psychanalyse après. Voilà, je me suis souvenu quand j'ai essayé de faire coïncider mon expérience de mon enfance à celle de la psychanalyse. Je regardais, je lisais Phèdre, non, je lisais Oedipe de Sophocle. Je me disais, mais où est mon expérience là-dedans? Mais je trouve que cette recherche du récit de l'expérience est une chose très, très intéressante, mais qui peut aller aussi à l'inverse. Bon, le plaisir de la littérature et le plaisir de la psychanalyse, ça peut aussi aller à l'inverse. J'entends des choses dans la littérature dont je n'ai pas l'expérience. Je cherche à l'intérieur de moi quelle expérience pourrait correspondre à toutes ces choses magnifiques qui sont dites. Et c'est peut-être, voilà, je ne sais pas si chez Lacan, le rapport à l'expérience est comment il est. Bon, je vois ce que tu dis, c'est que dans l'après-coup, on peut construire un récit. Si on reste dans le texte d'Amphitryon, on pourrait dire qu'il y a des éléments hors récit, c'est ceux où est mise en scène la sidération, presque traumatique, parce qu'il y a la sidération d'Amphitryon, et puis la sidération d'Alcmène. Hein, ces deux postures, j'avais aussi hésité, parce qu'en fait, quand les choses sont livrées, ils ne savent pas quoi faire. Alcmène, elle ne sait pas quoi faire de l'expérience qu'Amphitryon, qu'elle a retrouvée avec tant de passion, n'était pas Amphitryon. Et Amphitryon ne sait pas quoi faire du fait que, au fond, Alcmène l'a aimé à ce point-là, même si lui n'était pas là. Donc ces deux points qui sont comme des trous dans le récit. C'est-à-dire que après, il faut remettre ça en mouvement. Mais il y a, alors je dirais l'expérience. Je l'écoute, ta question, du côté de l'expérience, dans ce qu'elle ne peut pas être dite, qu'elle ne peut pas être symbolisée. C'est le propre de l'expérience. C'est justement de faire un trou, d'être là et de dire tiens. Dans l'orientation lacanienne, on dirait l'expérience du réel, c'est-à-dire que, qui est posée comme telle et puis qui vient être recouverte par des récits, par des choses qui sont une nécessité absolue. Oui. Et bon, au fond, on ne sait pas très bien. Peut-être vous savez par cœur le texte maintenant de Molière, mais comment est reprise la sidération d'Amphitryon de ne pas avoir été là où il était, et la sidération d'Alcmène. Voilà, je crois que j'ai l'impression. Le seul qui échappe un peu à cette sidération, c'est Sosie. On a l'impression que lui, il est dans la logique pure et dans la vérité. C'est celui qui, chaque fois, même lorsque Jupiter, il dit tu devrais être, vous devriez être heureux d'avoir été trompé par Dieu. Je pense que Sosie fait, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Ça, je ne sais pas, parce qu'en fait, il dit ça à Amphitryon, n'est-ce pas? Sosie, il dit quelque chose du genre, Sosie, belle parole. Il est un théoricien, c'est un chercheur. C'est vrai, très bien ce que tu... Sosie, il essaye, au fond, de raisonner en permanence. Il est prêt à un peu de servitude s'il faut arrêter d'avoir des coups, mais au fond, il essaie de... Ce qui est quand même plus frappant, c'est que ce que dit vraiment Jupiter, c'est au-delà d'être un dieu, c'est surtout que sa femme n'a eu d'amant que lui. Ouais. Que ce qu'elle a vu, Ouais. plus que cette histoire de Dieu, c'est de toute façon ta femme ne te trompe pas Ouais. parce qu'elle croit que c'est toi. Absolument. Donc, elle Donc est moi, fidèle. je suis jaloux de toi. Voilà, je suis jaloux de la fidélité qu'elle te voue et qu'elle ne me voue pas à moi en tant que Dieu. D'ailleurs, il y a une scène au début de la pièce où
Jupiter essaye de se faire aimer non pas en tant que mari, mais en tant qu'amant, enfin, comme s'il voulait se faire aimer en tant que Jupiter et pas en tant qu'amphitryon. La scène juste après celle qu'on vient de faire, C'est juste après. il partage l'homme entre l'amant et le mari. Et ce sera un truc qu'il va reprendre quand il retourne après vers Alcmène. Entre-temps, elle a vu le vrai amphitryon, elle s'est brouillée avec, et lui dit « Non, excuse-moi, c'était le mari qui s'est conduit comme ça, mais je reviens vers toi en tant qu'amant. » Mais il y a quelque chose du côté de la perception et du côté des signifiants qui jouent un rôle, qui s'entrechoquent. C'est-à-dire la perception de l'image, donc la vue, et la perception de la douleur sur le corps, qui sont les coups qui reçoit sosie. C'est-à-dire, sosie dit « je suis sosie », du moment où l'autre le roule du coup, c'est-à-dire quand il sent cette, disons, du point de vue psychologique, cette réponse négative, donc ce conditionnement de l'électrochoc, c'est-à-dire que là, il se dit, quand son corps reçoit ces coups, il dit, ah, tout compte fait, il commence à changer, c'est-à-dire qu'il commence à se détacher de ce signifiant dont il était convaincu, parce qu'il y a une intervention de la perception, donc du corps. Il y a quelque chose du corps, de la perception, de l'image de l'autre et de la sensation de l'autre qui trouble un petit peu la question du signifiant. Donc et là, on voit, notamment chez Sosie, ce choc de deux choses, de la réalité. Et puis, vous étiez en train de discuter là sur la question d'Hercule, mais je pense que Madame de Montespan savait très bien avec qui elle faisait ses enfants, qui étaient les 14. Donc il y a cette perception que Lacan dit, donc les hommes sont des pauvres types parce que les femmes couchent toujours avec Dieu. Donc il y a cette interprétation-là, dont je n'ai le mot à répéter souvent, mais il y a quelque chose, donc ça c'est un côté, c'est le côté du rêve, hein, c'est le côté du fantasme, c'est le côté peut-être de l'imaginaire, mais il y a le côté du corps. C'est-à-dire que je pense qu'une femme sait très bien avec qui elle fait ses enfants. Bon, il y a quand même la question du corps. Donc on associe sur ta question, il y a la question de l'expérience, qui au fond est indicible, et qui résiste à la parole. Il y a la question du corps, et mise en jeu, de la jouissance, pour parler. Et puis, il y a la question du désir. Et donc aussi de l'amour, c'est-à-dire ce qui est chez l'un n'est pas ce qui manque à l'autre. Il y a une asymétrie de l'amour, on va chercher quelque chose où là aussi il y a un malentendu dans les personnages, la dialectique du désir et de l'amour. Mais finalement le point le plus solide qui ressort de toute cette sorte de mathématiques en miroir de cette construction, c'est quand même la dimension du désir. Et le bout que vous citez, que vous pourriez nous lire, là, le bout de Jupiter, parce que je ne sais pas si ça nécessite une préparation, mais il est assez étonnant, où effectivement il se questionne sur sa division entre l'amant et le mari, quoi. Hein? C'est quoi? C'est donc la scène 3, Jupiter, donc numéro 581. Scène 3, acte 1. Je l'ai là si jamais. Ouais, je vais le trouver. C'est les numérotations, on a l'impression d'être à l'église. 581. Psaume. Ouais. Ah, ce que j'ai pour vous d'ardeur et de tendresse passe aussi celle d'un époux. Et vous ne savez pas, dans des moments si doux, quelle en est la délicatesse. Vous ne concevez point qu'un cœur bien amoureux, sur 100 petits égards, s'attache avec étude, et se fait une inquiétude de la manière d'être heureux. En moi, belle et charmante Alcmène, vous voyez un mari, vous voyez un amant. Mais l'amant seul me touche, à parler franchement, et
je sens près de vous que le mari gêne. Le gêne. Cet amant de vos vœux, jaloux au dernier point, souhaite qu'à lui seul votre cœur s'abandonne. Et sa passion ne veut point de ce que le mari lui donne. Il veut de pure source obtenir vos ardeurs et ne veut rien tenir des nœuds de l'hyménée. Rien d'un fâcheux devoir qui fait agir les cœurs et par qui tous les jours, les plus chères faveurs, la douceur est empoisonnée. Dans le scrupule, enfin, dont il est combattu, il veut, pour satisfaire à sa délicatesse, que vous le sépariez d'avec ce qui le blesse. Que le mari ne soit que pour votre vertu et que votre cœur, de bonté revêtu, l'amant ait tout l'amour et toute la tendresse. C'est ce que vous pointiez. Oui. Cette division entre finalement mais là c'est La vertu Oui, raisonnable c'est la et le duplicité, désir. la duplicité dont je parlais. Donc il parle de la duplicité de l'amant et du Oui. mari. Et c'est quand même drôle que Pausanias, dont on parle très peu, pose d'emblée cette duplicité, Aphrodite céleste et Aphrodite populaire. Donc tout de suite, vas-y, reprends. tout de suite, il dit Dis-le. non, ça, Oui. c'est ça, c'est-à-dire qu'il dans l'Aphrodite céleste, donc c'est un amour plus sublime, j'imagine. Il y avait l'Aphrodite populaire, c'est dans les corps, donc tout de suite cette duplicité elle apparaît. Donc l'amant et le mari, c'est un peu une duplicité qu'on rencontre souvent dans les romans tout le temps. Bon, il y a l'effet comique, c'est quand même, parce que c'est une comédie, c'est que nous, les spectateurs, on sait que c'est Jupiter, alors qu'Alcmène ne sait pas que c'est Jupiter et pense que c'est Amphitryon. Enfin, il y a donc un truc à trois finalement. C'est comme dans le Witz, quoi. C'est pas à deux, quoi. On n'est pas, c'est pas un dispositif où on est identifié à l'intérieur. On est en position critique. Hein. Oui, c'était Si mes souvenirs, pardon. Oui. Si mes souvenirs sont bons, dans l'Amphitryon 38 de Giraudoux, pour revenir à ce que vous disiez, Alcmène sait presque inconsciemment qu'elle est en train de faire l'amour avec un dieu, mais le fait pour Amphitryon, le mortel, pour lui donner un fils, pour lui donner Hercule. Donc c'est presque la position inverse. Oui, donc ce qui fait que quand Lacan, dans ce chapitre sur Sosie, dans le séminaire 2, il cite Giraudoux justement, pour dire toutes les femmes, donc ça correspond à ce que vous dites, en fait, il est très sensible avec le fait que Giraudoux a pris le point où toutes les femmes désirent coucher avec Dieu.